présenter tout d'abord. Bonjour Fred, je vois que passant après Henri, lui tu lui demandes pas de se présenter parce que tout le monde le connaît. Alors ça va être long puisque je suis à la fois coprésident d'ADTM, l'association du marketing, je suis blogueur, j'ai un blog qui s'appelle Marketing is Dead, j'écris quelques livres dont aux éditions Kawa, les médias sociaux sont blabla, préfacés par Monsieur Kaufmann, etc., etc. Puis bon, je fais un petit peu de consulting pour essayer d'apprendre aux gens comment faire du marketing de zéro. Voilà. D'accord. Alors, tu es auteur et donc tu es vraiment assez sensible à l'édition numérique. Est-ce que tu peux donner un petit peu ton avis là-dessus? Tout à fait. Je pense que globalement, je ne parle pas de mon éditeur habituel et préféré, mais je parle de l'édition en général. Je pense que les éditeurs sont en train de rééditer sur l'édition numérique ce que les auteurs, enfin surtout l'industrie phonographique, a fait sur la musique, c'est-à-dire se planter et faire n'importe quelle connerie. Alors dis-moi un peu plus de détails, parce que justement la musique, on voit très bien que c'était un échec, et c'est encore un échec 10 ans ou 20 ans plus tard. Oui. La révolution numérique n'a toujours pas vu le jour, il n'y a pas d'offres qui sont vraiment adaptées, et on voit tous les systèmes de MP3, même YouTube, qui est devenu une véritable source pour écouter de la musique. Tout à fait. En fait, l'édition phonographique a essayé de défendre une seule chose. C'est droit. C'est droit, le fric des actionnaires et de 2 ou 3% d'artistes qui gagnaient un fric monstrueux et qui vont à l'étranger pour ne pas payer leurs 75% d'impôts. Mais la majorité des artistes, ils n'ont rien à faire de l'édition numérique, enfin de l'industrie phonographique. Alors, l'édition de livres, en fait, ils font exactement la même connerie. Tu vas acheter un livre, par exemple, je voulais acheter récemment un livre de Camilleri, un auteur italien assez sympathique, 14 € en brochet. 4 € en poche. Et 30% moins cher que le brochet en e-pub. C'est-à-dire le format de la tablette numérique. C'est-à-dire 10 €. C'est-à-dire que quelque part, je dois payer un livre qui n'a aucune matérialité, sur lequel il n'y a aucun frais d'édition, 2,5 fois plus cher que si je l'achète en poche. Ah donc il y a vraiment un problème de cohérence de prix là, parce que... Oui, parce que les éditeurs numériques prétendent qu'il faut défendre les libraires. Alors, de toute façon, c'est encore un combat d'arrière-garde. Je pense qu'il y aura toujours quelques bons libraires qui existeront parce qu'il y aura toujours besoin de conseils. Et puis lorsqu'il s'agit juste d'acheter des bouquins, de toute façon, on n'a pas besoin d'un monsieur qui vous le donne et qui pique du fric au passage. Bon. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans les livres. C'est pas le système de distribution des livres. Ce qui est important dans la musique, c'est les gens qui font de la musique. C'est pas les gens qui s'en mettent plein les poches pour distribuer. Moyennant quoi, je pense que les éditeurs sont en train de creuser leur tombe, et tant pis pour eux. Et puis à côté, il y aura une nouvelle race d'éditeurs, en effet, comme Kawa par exemple, qui sont en train de faire autre chose, de trouver d'autres modèles. Alors j'espère que certains grands éditeurs, finalement, sauront se ressaisir à temps, mais... Mais c'est vrai que la révolution numérique, c'est revoir son business model et tuer un petit peu une poule aux œufs d'or. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises, justement, qui ont déjà un pignon sur rue, qui ont un certain nombre de personnes ou de systèmes, ont du mal à se remettre en cause. Ou alors, il faut faire une filiale, un peu comme Zoch avec Orange, qui a mis une filiale qui est complètement séparée et qui fait du tout numérique. Oui, le problème, c'est qu'il ne faut pas penser à l'évolution de son business, de son entreprise, il faut penser à l'évolution du consommateur. Parce que finalement, si lui n'achète pas, on peut se plaindre comme on veut, on peut lui cogner dessus avec toutes les lois Adopi qu'on veut, ça marche pas parce que de toute façon, il y a toujours un moyen de contourner. Il y a toujours des moyens de contourner, etc. On voit que Mega Upload va encore ressortir, etc. Ça ne peut que ressortir parce que quelque part, il y a un mouvement de fond. Donc il faut absolument étudier l'évolution de la société, l'évolution du consommateur, et à partir de là, faire un petit peu de marketing. Alors donc, qu'est-ce que tu conseillerais si tu avais, toi, une mission de consulting auprès d'une grande maison d'édition? Tu dirais quoi? Est-ce qu'il faut revoir un petit peu sa politique? Est-ce qu'il faut faire comme certains, comme Amazon, qui développe eux-mêmes une liseuse électronique? On voit la Fnac a arrêté sa liseuse électronique parce qu'elle voyait que c'était une voie sans issue de développer sa propre technologie. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Faire un site internet avec une méga boutique et vendre en direct sur internet? Proposer aux libraires, par exemple, un outil pour vendre avec un ordinateur un catalogue papier, un catalogue de bouquins, et pourquoi pas une mini-imprimante pour imprimer les bouquins à la demande. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je pense qu'on peut imaginer des tas de choses. Un autre problème de l'édition numérique, pour revenir dessus 30 secondes, c'est le problème des standards.
La force de la musique, c'est le MP3. Point. Ouais. Alors, il y a d'autres standards, il y a le FLAC, etc. Mais il y a un standard malgré tout universel, c'est le MP3. Tous les supports lisent le MP3. Dans l'édition numérique, il y a un standard et demi. Il y a l'EPUB, qui est celui qui est accepté par toutes les liseuses, sauf Amazon. Et il y a le standard du Kindle, qui est accepté par Amazon et pas par les autres. Et je dirais que c'est un bordel monstrueux, parce que franchement, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, et il vaut quand même mieux avoir un standard qu'on peut, universel, qu'on puisse se passer. Alors il y en a un, c'est le PDF. Mais le PDF n'est pas du tout confortable pour lire. Il n'est pas adapté aux liseuses. Le PDF, c'est pas du tout le but de la chose. De toute façon, tous ces standards sont compliqués parce qu'il y a les DRM derrière, mais il existe d'excellents logiciels gratuits sur le net qui permettent de péter les DRM comme on veut, et à partir de là, moi je peux te donner mon bouquin, tu le lis exactement comme je t'ai passé mon bouquin papier, parce que on met plus de complexité à passer quelque chose qui est facile à passer que les bouquins qui étaient difficiles à passer. Alors à partir de là, ce que je leur conseillerais, j'en sais rien, parce que je dirais chaque éditeur est différent, mais par contre, ce qu'on peut quand même leur dire, c'est de jeter un œil sur les évolutions, parce que l'idée de la longue trail, aujourd'hui, avec tous ces petits auteurs qui peuvent faire des tas de choses, c'est important. Et je pense que c'est le succès d'auteurs et d'éditeurs qui font des livres à peu de diffusion, mais super spécialisés. Et puis, de même qu'on a vu arriver un mouvement qui est gigantesque aujourd'hui dans le monde entier, qui est celui de la consommation collaborative, on va certainement voir des gens qui, pour éditer, vont commencer à créer leur propre édition, leur propre site de diffusion. Donc en fait, on va voir. Voit avec les livres numériques. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de blogueurs qui ont sorti leurs propres e-books, leur propre formation vidéo. Et là, je connais 2-3 éditeurs, des blogueurs qui maintenant créent leur propre plateforme. Bien sûr. Tu as Action Web qui a dit, mais maintenant mon métier, c'est plus de créer des formations vidéo, mais je vais rassembler toutes ces personnes qui font des formations vidéo et je vais faire une plateforme du marché. Par exemple, tuto.com aussi. Il prend en marche un petit peu cette tendance de fond des formateurs qui vendent sur Internet. Et c'est vrai que pour l'instant, les vieux éditeurs traditionnels, les formateurs, on voit les démos, etc., ils n'ont pas encore pris le plat. Et il y a peut-être des nouveaux acteurs qui vont faire comme pour la musique, comme pour la distribution. Ils vont reprendre le marché. On voit par exemple Surcouf là, qui a fermé il n'y a pas très longtemps parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre à temps le virage du web. Le problème de Surcouf, c'est qu'ils avaient un modèle qui était sympa, qui était la foire. On trouvait tout dans tous les sens, avec un magasin à Nation qui était vraiment bordélique, mais on fouillait. PPR l'a transformé en un magasin normal. À côté de la FNAC, qui était un autre magasin normal, les gens ne comprenaient pas pourquoi il y en avait déjà deux dans le même groupe. Et puis, comme ça avait peu de rentabilité extraordinaire, ils l'ont flingué. Ouais. De toute façon, les financiers sont les fossoyeurs de toute l'innovation, ça faut être clair. Justement, on arrive dans l'innovation. Est-ce que tu pourrais me dire ce que vous voyez à la DTEM au niveau du futur du marketing? Alors, je dirais il y a plusieurs chantiers en cours. Il y a déjà un chantier simple, mais qui va voir le jour tout au long de l'année prochaine et qui se concrétisera lors des Journées nationales du marketing de décembre 2013. Celles de 2012 sont bouclées, c'est le 6 décembre à Dauphine. Mais celle de 2013, on va demander aux meilleures plumes de la DTEM, soit des membres du conseil scientifique, du conseil d'administration, des présidents de club, des adhérents, de vous donner leur vision sur leur domaine de spécialité. Et cette vision qu'ils vont rédiger en quelques pages, ça va faire, vu qu'on a quand même 1500 membres, même si les 1500 n'écrivent pas, ça va faire un gros pavé. Et ce gros pavé sortira en décembre 2013 chez un éditeur dont on a peut-être déjà parlé, Kawa, je crois. Voilà. Donc ça va être la Bible en fait du marketing. Ça va être c'est pas ils ont inventé le futur, mais ils ont inventé le futur du marketing qui va sortir dans un an. Ah, est-ce que tu as déjà quelques petites avant-premières ou quelques idées, quelques tendances qui se dégagent? Alors, sortira en livre, non, parce qu'on l'a décidé assez rapidement, on en a parlé avec Kawa très récemment, et on a validé au bureau de la DTEM très récemment aussi. Mais par contre, on a un autre chantier qui est extrêmement important. La DTEM a un conseil scientifique d'une vingtaine de membres, avec des gens, différentes personnes, à la fois des universitaires, des professionnels, des gens qui sont plutôt dans le marketing opérationnel, des gens qui sont dans les neurosciences, vraiment des tas d'horizons différents.
On a par exemple Jean-Édouard Diaz, qui est responsable marketing de L'Oréal. On a Gérard Mérumet, qui a écrit Francoscopie pendant des années. Eric Zingler, un des patrons de BVA, qui est fondu de neurosciences. Philippe Jourdan, qui est le patron de la revue française de marketing. Enfin bon, énormément de gens de qualité. Thierry Maillet, qui a écrit Génération Participation également, et une histoire du marketing. Et donc, tous ces gens-là, depuis quelques mois, commencent à réfléchir sur un chantier qui est les 10 grandes tendances du marketing, enfin les 10 grands chantiers pour faire évoluer le marketing dans les 10 ans à venir. On a eu 3 brain trusts juste avant les vacances, c'est-à-dire qu'on a réuni d'autres personnes de la DTM, on les a animés, on a fait la créativité, et on a le 17 décembre, et d'ailleurs si quelqu'un a envie de participer, il suffit de m'envoyer un mail, une grande journée de réflexion, d'échange, de nouveau, pour essayer de mettre sur pied la liste de ces 10 grands chantiers. On le fera à l'École des Mines d'ailleurs, c'est un lieu assez sympathique, la salle du conseil d'administration de l'École des Mines, un lieu prestigieux. Et donc, tout au long de l'année 2013, on va aussi décliner ces 10 grands chantiers. Certains membres du conseil scientifique vont saisir de chacun des chantiers et on va donner toutes les directions à suivre. Ça peut intéresser les étudiants pour faire savoir vers quoi ils vont chercher. Ça peut intéresser les jeunes pour savoir dans quel sens ils doivent se lancer leur carrière. Ça peut intéresser les grandes entreprises pour savoir comment il faut investir. Ça peut intéresser évidemment les PTME, les startups. Ça peut intéresser énormément de gens. Ok. Alors, dans ces brain trusts que vous avez fait, quelles tendances ont un petit peu émergé? Quelles sont déjà un petit peu les pistes de réflexion? Il y a différentes pistes de réflexion, pour l'instant rien n'est bouclé, mais par exemple il y a une réflexion que j'entends depuis des années, qui est de dire le marketing c'est sinistre parce que on n'arrête pas d'annoncer qu'il n'a aucun pouvoir dans l'entreprise. Je ne parle pas de marketing is dead, mais je parle les marketeurs sont dépossédés, tout le monde leur passe devant l'entreprise, etc. Et les problèmes des services marketing ne sont pas importants. Et d'un autre côté, on a l'impression que de plus en plus les gens font, même les gens qui n'ont pas de service marketing, notamment les PME, du marketing. Et en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le marketing, contrairement à ce qu'on dit, n'a jamais été aussi présent, même si les services marketing ne sont pas les plus importants. Simplement, la pensée marketing commence à se diffuser. Et je crois que le futur du marketing, à la limite, serait presque, en caricaturant un peu, mais la suppression du service marketing, parce que c'est toute l'entreprise qui va devenir marketing. Et ça, je pense, c'est une chose importante. J'interviewais récemment, lors de la nuit du marketing, le patron du Bon Coin. Bon, donc Bon Coin, une réussite, hein, c'est en France, hormis le petit nombrilisme parisien, c'est plus important que eBay. Et il nous disait, le marketing, non, ça, c'est pas notre truc. Par contre, il nous expliquait que les premières petites annonces qu'ils recevaient, ils aidaient les gens qui les avaient passées à éventuellement les rédiger parce qu'il fallait qu'elles soient efficaces. Et quelque part, qu'est-ce qu'ils faisaient? Sinon, un espèce de SAV, de CRM, et in fine, ils faisaient du marketing. Mais ils faisaient du marketing, il n'y avait pas un service marketing. C'était diffus. La pensée de l'entreprise était tournée vers le consommateur. Ok. Merci pour toutes ces réflexions, François. Si on veut en savoir plus sur toi, donc on va sur Marketing is Dead. On va sur Marketing is Dead, tout à fait, ou on tape François Laurent sur Google et on tombera sur mon blog sans problème. Ok, merci, à bientôt. Merci Fred.